Messieurs, vous avez la lourde charge de succéder à Jean-Louis Borloo, mais ça va être un plaisir de partager cette table ronde avec vous. Merci de votre présence. Bonsoir même à vous toutes et à vous tous. Et bienvenue sur cette table ronde qui a pour thème « Que sont devenus ces entrepreneurs pionniers des services à la personne ?» Nous allons mettre en lumière 4 figures emblématiques qui ont été des précurseurs dans le domaine des services à domicile, ayant créé des enseignes comme APEF, Merci Plus, H-Door Service et Toutadom. Après avoir développé et cédé ces réseaux, ces entrepreneurs se sont engagés dans de nouvelles aventures professionnelles. Ils vont partager avec nous leur parcours, les motivations qui les ont guidés dans leurs décisions, ainsi que leurs réflexions éclairées sur leur expérience dans le secteur des services à la personne. Donc préparez-vous à découvrir des histoires inspirantes et à explorer l'évolution de ce domaine essentiel des services à la personne. Des services à la personne, vous allez nous raconter des histoires. Merci à tous les 4. Merci d'accueillir Christian Junique, président de Formalidé et Grell Garden et fondateur d'APEF Service. Merci d'être avec nous. Avec nous également Franck Saudoyer, président d'Edic France, fondateur de Toutadom. Merci Franck. Gabriel Pacheco, PDG de Safety et fondateur de Merci Plus. Et avec nous également Fabrice Provin, président de Relais du Bien-être, fondateur d'H-Door Service. Je dirais, si je cite ce que j'ai lu sur vous, Fabrice, que vous êtes une personne ordinaire qui fait des choses extraordinaires. C'est un peu ça. Vous avez porté la flamme olympique récemment et vous avez été sélectionné sur cette idée-là. C'est quelque chose d'important, j'imagine. On va peut-être commencer avec vous, si vous voulez bien. Racontez-nous votre histoire. Vous avez créé H-Door Service dans quel contexte et comment est née cette aventure? J'ai créé, bonjour à toutes et à tous, j'ai créé H-Door Service dans un contexte très personnel, puisque c'est souvent des cas personnels quand même, puisque j'aidais des personnes âgées de mon quartier. On pourrait dire que globalement tout le monde peut le faire, mais je me suis rendu compte donc qu'il y avait un réel besoin lié à de l'isolement. On dirait que c'est encore l'actualité d'ailleurs. Hein. Ah, vous étiez tout jeune quand vous étiez... J'avais 20 ans. Ouais, c'est ça. C'était à 3, hein, ça se passait à 3. C'était à 3. Et donc, je poursuivais mes études je voulais être expert comptable, en fait, rien à voir. Et je faisais ça le mercredi, le samedi, dimanche. Et puis, je me suis vite laissé emporter. J'avais plus beaucoup de temps. Et ma belle-sœur, qui était au chômage, je lui ai dit, est-ce que tu voudrais m'aider à rendre service aux personnes âgées du quartier? Ce qu'elle a fait. Et donc, en fait, j'ai dit, mais on ne peut plus le faire sur du bénévolat. Là, il faut créer une structure. Et je ne sais pas, j'ai aucun entrepreneur dans mon environnement, parents, tout ça, personne n'a été entrepreneur. Et j'ai décidé de créer une entreprise qui est devenue donc la première société privée d'aide à domicile, sans le savoir en fait, puisque à l'époque, c'était que des associations. On est en 1990, c'est 1990. Ça ? Donc vous êtes pionnier dans cette aventure en fait. Donc on parlait tout à l'heure, il y a 4 dinosaures, moi je suis premier de sortie. Le deuxième dinosaure, c'était vous, Christian Junique. Donc vous avez créé APEF Service. Je vous demande la même chose, dans quelles circonstances? Alors c'est un peu particulier parce que d'abord je voulais être chef d'entreprise, parce que je voulais pas avoir un patron. Du coup j'ai hérité de 4 patrons. L'URSSAF, les impôts, ma banque et les clients. Donc je ne suis pas sûr d'avoir gagné au change. Et ensuite, quel style d'entrepreneur est-ce que je voulais être? Ou saltimbanque ou banquier, les deux mots ont une origine italienne. Le premier saute sur le banc et le deuxième s'assoit dessus et le gère. Clairement, moi j'étais un saltimbanque. Donc, ce qui m'intéressait, c'était de créer, de sauter sur l'occasion aussi. Donc, l'occasion, là, ça a été les services à la personne, le petit livret de Martine Aubry. Et venant de la distribution, je savais gérer des hommes, donc voilà, je me suis mis là-dessus. Comme on peut être saltimbanque et chef d'entreprise, donc. Ouais. Et donc, à partir de là, bien, on gère, on fait évoluer, on fait avancer, donc une structure, jusqu'au moment où finalement on va bientôt prendre la casquette de banquier et devoir uniquement gérer. Et c'est là qu'à un moment donné, il va falloir passer la main. Donc ça, c'est une aventure
plus lointaine, on va dire. On y reviendra sûrement tout à l'heure. En tout cas, donc vous, c'était en 92. Quelques années après, c'est vous, Franck Sedoyer, qui crée Tout Adom. Là aussi, dans quelles circonstances Oui, en 98, je crée Tout Adom. Alors, quelle idée, comment m'est venue cette idée à l'époque? Moi, j'avais fait une première année d'école d'infirmier que j'ai brillamment arrêtée au bout de la première année parce que quand j'ai vu comment on prenait en charge les personnes âgées dépendantes en milieu hospitalier, ça m'a vite fait peur. Toujours attiré par une fibre sociale, les relations humaines, je me suis lancé dans des études de sociologie jusqu'à obtenir un DEA en sociologie. Alors, c'est passionnant, les sciences humaines. Sauf qu'avec un DEA de sociologie, quand vous mettez ça sur votre CV et que vous attaquez le marché du travail, vous comprenez rapidement en fait que ça va être compliqué. Et donc à un moment donné, on se dit, plutôt que chercher un travail qu'on ne trouve pas, peut-être qu'on peut aussi faire l'exercice de créer son propre emploi. Et puis si on arrive à en créer d'autres derrière, eh bien c'est tant mieux. Voilà. Et puis alors, une confidence que j'ai faite aujourd'hui à Fabrice, il ne le sait pas parce que c'est la première fois qu'on se rencontre en fait. Mais il est un peu responsable du fait que je me sois lancé. Alors, on parle de service à la personne comme si c'était naturel. N'oubliez pas que moi, en 98, et pour Christian et pour Fabrice, encore pire, l'expression n'existait pas. Oui. Elle est née de Jean-Louis Borloo, qui était présent ici même il y a 3 minutes. On appelait ça des services de proximité. Enfin, voilà. On appelait même voilà. pas ça. Et puis, toujours pour finir sur un clin d'œil et la petite histoire, il y avait un ministre de la ville qui était là. Moi, j'en connaissais un autre qui était maire de ma ville. J'habitais à l'époque le Rincy en Seine-Saint-Denis et le maire du Rincy c'était monsieur Éric Raoult qui est décédé depuis mais qui a lui-même été ministre de la ville et j'ai eu le culot à un moment donné de prendre rendez-vous avec lui en lui disant mais votre ville est une ville dortoir, peut-être qu'on peut y faire autre chose que y dormir, on peut peut-être aussi y travailler et on peut peut-être aussi créer du lien social et il adorait l'histoire et c'est comme ça que ça a démarré. Il faut du culot pour se lancer comme ça. Ah mais il faut du culot. Quand on est chef d'entreprise, il faut déjà croire en son projet. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, il va falloir convaincre, parce que rien n'est gagné d'avance. Et souvent, ça se passe dans l'environnement proche, l'environnement familial, l'environnement amical, où il y en a qui vont vous dire « oui, c'est une super idée », et puis tout de suite d'autres qui vont vous dire « mais t'es sûr ?» Voilà. Alors si vous n'êtes pas sûr, n'y allez pas. Très bien. Gabriel Pacheco, vous, alors c'est un peu plus tard, c'est 2003, il y a quand même un peu plus de 20 ans maintenant, que vous créez Merci Plus, l'appareil, dans quelles circonstances? Oui, alors moi de mon côté, j'ai fait une business school, j'ai bossé dans le conseil, je me suis rendu compte, un peu comme le disait Christian, que je ne serais pas forcément un bon salarié parce que j'avais envie d'être à mon compte, je suis une nature très indépendante. Et j'ai commencé à chercher des idées et à l'époque j'étais un jeune cadre dynamique comme on dit et je cherchais moi-même une femme de ménage et là je me suis demandé mais comment je fais pour trouver une femme de ménage. J'ai commencé à chercher sur internet, à googler, en 2003 je parle, et il n'y avait aucune entreprise qui ressortait et je me suis dit tiens c'est bizarre ça, il n'y a rien qui sort et j'ai commencé à m'intéresser au secteur, je me suis rendu compte qu'il y avait un gros besoin notamment autour de moi, chez des cadres CSP+, profession libérale. Et j'ai dit, allez, go, je vais créer mon site internet. Et donc, j'ai créé mon entreprise, Merci Plus. Voilà, c'est comme ça qu'est née l'aventure. C'est comme ça qu'est née l'aventure. Et pour la petite anecdote, moi, je travaillais dans le conseil en stratégie, comme je l'ai dit. Donc, je travaillais sur les Champs-Élysées. Et quand j'ai dit que je voulais créer ce qui n'était pas encore les services à la personne, parce que ça n'avait pas de nom, mon entreprise de ménage, je dois vous dire que tout le monde se foutait de moi. Il n'y a pas d'autre terme. Et je leur dis, attendez les gars, vous verrez dans 5 ans. Voilà. Quels ont été les uns et les autres les principaux défis auxquels vous avez été confrontés au début de votre aventure, au début de la création de votre entreprise? Quelles ont été les premières difficultés? Pour moi, la première difficulté, c'était d'apprendre mon métier de chef d'entreprise, tout simplement, parce que je n'étais pas chef d'entreprise, j'étais apprenti chef d'entreprise. Donc il y a le secteur d'activité où il faut s'approprier des métiers. Et puis après, il faut s'approprier les codes de l'entrepreneuriat, les codes de l'entreprise. Et dans les services à la personne, comme vous le savez, on gère beaucoup de ressources humaines. Et avoir une vraie posture de manager, avoir une vraie politique RH dans sa boîte, ça s'apprend. Enfin, ça s'apprend, oui, mais souvent on apprend aussi de ses erreurs. Alors faire des erreurs, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de ne pas faire 2 fois la même. Ça, c'est essentiel. Quand on est des pionniers comme vous, Fabrice, Christian, faut aussi évangéliser les choses, c'est-à-dire il faut expliquer pourquoi on a créé cette société et ce qu'on veut en faire. Fabrice, pratiquement jusqu'à la session d'âge d'or
au groupe Caisse des Dépôts, hein, qui a été mon partenaire ensuite, j'ai toujours repris les gens quand on me disait « Ah, votre association ?» Et je dis « Non, c'est une entreprise. » Et on repartait « C'est une association. » Et pourquoi vous n'avez pas fait une association? Et donc ça a été toujours, si on peut parler d'un défi, là c'était vraiment un défi. Revenant dans le circuit avec notre nouvelle activité, quand j'ai vu que ESUS, donc l'entreprise solidaire d'utilité sociale, avait été créée en 2014, je me dis, voilà, c'est ce qui nous a manqué, il me semble en tout cas, par rapport au secteur associatif. Et ça a été vraiment un défi de prouver qu'on pouvait structurer une offre sans être une association. Donc nous, on a été, j'ai créé en 90 et le syndicat que j'ai cofondé, le SESP, il est arrivé en juin 95. Donc entre les deux, problème avec l'administration qui ne me reconnaît pas comme service à domicile, et puis surtout un défi qui aujourd'hui, j'aime bien le dire, c'est l'Uber de l'époque, mais je me suis retrouvé 10 ans avec un procès avec les taxis pour concurrence déloyale, puisque j'emmenais les personnes âgées dans ma voiture. D'accord. Donc le défi, ça a été de me défendre. Mon lot de consolation, c'est une jurisprudence à mon nom en 2002. Donc toute ma carrière, pratiquement, je l'ai eu en procès avec les taxis. Et on est vraiment dans le principe de l'Uber. Là, les personnes commandaient leurs services, on savait qui elles étaient. Donc aucune comparaison avec un taxi. Vous faisiez de l'Uber sans le savoir, en fait, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, mais il faut avoir la foi quand même quand on est attaqué comme ça en procès, quand on est jeune entrepreneur, faut garder la foi. Je dis toujours, j'ai dû vouloir arrêter 243 fois. Hein. Donc, mais il y a toujours une lettre d'une mamie qui vous écrit, un salarié qui vous dit qu'il est content d'être avec vous, etc. Puis vous repartez. Alors, je dis quand même, moi, le bénéfice que j'avais, c'est de démarrer à 20 ans. Vers 23 ans, où là, vraiment, j'ai un arrêt brutal dû au taxi, parce que là, il y avait vraiment un problème réglementaire. Et là, je me dis, j'ai 23 ans, je reprends mes études, je vais être expert comptable, quoi. Hein. Et puis non. Vous êtes reparti. Vous, Christian? Après, la difficulté, c'est qu'on évolue dans un milieu social. Et qui dit milieu social, dit également associatif, dit également si vous arrivez en entreprise privée, c'est pour gagner de l'argent sur le dos des personnes âgées, sur le dos de l'État, sur le dos de tout ce que vous voudrez. Enfin, globalement, une association reste une entreprise avec une forme un peu différente, mais reste une entreprise. Aujourd'hui, on a une structure magnifique qui est la DMR et qui est le premier franchiseur de France avec 2600 structures. Donc, il faut juste repositionner les choses simplement. C'est un état d'esprit, c'est une culture. La culture dans les conseils départementaux avec les assistantes sociales, c'est du social. L'entreprise n'a pas vocation à venir dessus, mais petit à petit, je crois que avec à force de montrer la qualité de travail, eh bien, on a gagné un certain nombre de batailles entre guillemets qui semblaient perdues au départ et qui finalement sont plutôt pas mal positionnées. Cet aspect social que vous évoquez est important. Fabrice en parlait également au début de cette discussion. C'est pas par hasard si vous avez choisi ce secteur social, justement, les uns et les autres. Je ne sais pas qui veut répondre, Christian. Ouais. Alors, c'est pas un hasard, c'est parce que globalement, on est au service des autres. Alors après, pour ma part, j'ai exercé dans plusieurs types d'activités, mais la grande distribution, ça reste du service aux autres. Les services à la personne, c'est du service aux autres. Et ce que j'anime à aujourd'hui, c'est du service aux autres. Voilà, vous êtes resté dans le service. Vous aussi, Gabriel, quelque part, même si aujourd'hui vous êtes dans l'immobilier, on y viendra tout à l'heure, mais pareil, on est dans le service. Oui, c'est vrai que moi, aujourd'hui, j'ai fait ma carrière dans le service à la personne, où en fait, on est dans, quelque part, l'intermédiation entre un salarié qu'on va former, qu'on va accompagner d'un côté, et un client final qu'on veut absolument satisfaire et fidéliser. Et dans l'immobilier, c'est un peu la même chose. Hein. Moi, je recrute des indépendants, on les forme, on les accompagne, on leur donne tous les outils, dans le but qu'ils satisfassent le client final dans l'achat d'un bien immobilier. Quels aspects de votre business model ont été essentiels pour la croissance de vos entreprises respectives ? Alors pour ma part, l'aspect le prépondérant,
c'est l'ouverture à la franchise. Après avoir expérimenté sur plusieurs agences en propre, donc le besoin venant de pouvoir prendre de l'expansion et de pouvoir donc grandir, parce que dans les services à la personne, si à aujourd'hui vous pouvez être très bien petit, de niche et parfaitement fonctionner, dès lors que vous voulez grandir, il faut aller un peu plus loin, parce que les assisteurs, parce que les mutuelles, parce que les caisses de retraite donc, ont besoin de se tourner vers des acteurs suffisamment importants. Maintenant, ça n'empêche pas de rester sur un secteur très restreint et pour autant de excellemment fonctionner, il n'y a pas de problème. Donc ça veut dire qu'il faut s'équiper, ça veut dire qu'il faut utiliser les nouveaux outils, ça veut dire qu'il faut s'organiser, qu'il faut structurer l'entreprise de façon à ce qu'elle puisse continuer à grandir. C'est important ce que vous dites, et les uns et les autres, vous avez fondé vos sociétés à une période où vous avez assisté, durant toutes les périodes, toute la durée pendant laquelle vous avez gardé vos entreprises, à une évolution technologique importante. J'imagine que ça aussi sont des choses que vous avez dû intégrer dans votre façon de manager, de gérer vos sociétés respectives. Les nouvelles technologies. Alors Christian, Fabrice, je ne sais pas qui veut répondre. Oui, Franck, je peux répondre, oui. Alors c'est effectivement un sujet essentiel. Ça s'inscrit tout simplement dans une logique de professionnalisation. Et une entreprise qui fonctionne et qui veut être leader sur son marché se doit bien évidemment d'intégrer ces nouvelles technologies et tout ce process de digitalisation dans ses propres process en interne. Aujourd'hui, par exemple, on ne parle même plus de digitalisation, on va plutôt parler d'intelligence artificielle. Oui. Et je crois qu'effectivement, c'est quand ça sort qu'il faut s'approprier l'outil. Il faut toujours être... c'est mieux d'être toujours premier que d'être à la traîne. Et ça, c'est essentiel pour faire progresser non seulement son organisation, sa structure, mais pour faire progresser, bien évidemment, toutes les ressources humaines qui la composent. Voilà. Et c'est aussi, ça joue dans l'image de l'entreprise, ne serait-ce que par rapport à vos clients. Moi, j'ai commencé à une époque où j'avais des carnets de rapports de mission avec un carbone et où, en fin de semaine, on s'amusait à collectionner les rapports de mission. Aujourd'hui, on peut en rigoler, mais à l'époque, en 98, moi j'ai commencé en 98, c'était l'époque où pour se connecter à Internet, ça faisait bip, 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 bip pour avoir la première page. Et la première page, il fallait attendre 3-4 minutes pour l'avoir. Donc vous voyez qu'on n'en est plus là, et heureusement. Mais aujourd'hui, bien évidemment qu'il est essentiel de s'accaparer et de s'approprier l'ensemble des outils technologiques qui sont à notre disposition pour faire vivre ces entreprises. Voilà, les années 90, c'est les années de la préhistoire en termes de technologie, mais vous avez su justement vous en emparer assez rapidement, vous avez suivi, c'est quoi ? C'est se dire, être toujours au fait des nouveautés quand on fait ces métiers-là ? Fabrice ? Moi, je suis vraiment à part parce que, comme tu viens de dire, moi quand j'ai cédé, c'était en 2001, alors je suis resté... auprès de mon actionnaire, mais jusqu'en 2010 quand même, donc il y a... oui, 2000, ça, oui, ouais, mais ouais. J'avais plus les notions directes du développement, mais nous on a vraiment connu le bip sur soi pour appeler un chauffeur, pour lui demander qu'il nous rappelle dans une cabine téléphonique. Enfin, on se dit mais comment on a pu faire à l'époque et tout marchait pour autant, puisque moi je veux quand même revenir parce que étant le premier dinosaure, je voulais quand même rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport à la franchise et le business model. Pour ma part, en fait, je suis né à la naissance de la franchise en France quand même. C'est-à-dire que je me suis retrouvé plus jeune franchiseur de France à 22 ans. Parce qu'en fait, la loi Doubin donc, de 89, le décret d'application est sorti en 91. Donc, et moi, je crée ma franchise en 92. Donc, moi, j'ai calqué au mot près la loi de la franchise. Il y en a qui ont eu vraiment beaucoup de mal à la calquer, avec des difficultés, y compris liées au respect du franchisé, quand même, il faut le dire, avec des contrats de 100 pages qu'il faut les lire en un quart d'heure. Donc, je ne citerai pas certains, mais des grandes enseignes d'ailleurs. Et en fait, sur le business model, pour moi, il y avait organisation et finance. La franchise, parce que ça permettait à quelqu'un de porter aussi avec moi l'investissement. Donc, moi, j'avais rien du tout. J'ai démarré avec 0,0. Donc, le franchisé prenait une part
du risque aussi d'acheter lui-même sa voiture, etc. Et pour moi, en termes d'organisation, c'était important, puisque je trouvais, et globalement, c'est vraiment ce qui s'est passé, je trouvais la personne qui me ressemblait, mais à Marseille, à Bordeaux. Et ça, j'avais une peur bleue quand j'ai vu qu'on pouvait se développer. C'est d'avoir un lien direct avec du personnel où j'aurais pas pu directement avoir la main directe et me dire je vais traverser la France pour rendre service à quelqu'un parce que le salarié il s'est pas levé, par exemple. Ça me faisait vraiment peur. Donc la franchise a été vraiment idéale pour moi. Christian. Ouais. Oui, une particularité aussi quand même de la franchise, c'est que notre métier de chef d'entreprise au départ, franchiseur, change. Notre client n'est plus le client final, mais notre client devient le franchisé. Et ça, dès lors qu'on l'a compris, ça se passe bien, et si on ne l'a pas compris, ça se passe mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez connu les deux aspects. Il a fallu, oui, on peut à des moments, sur une partie des équipes, penser que le client final continue d'être notre client et qu'on ne prend pas le franchisé véritablement comme le client direct. Et c'est à lui, on doit changer de métier, on doit complètement se baser sur toute l'attention à apporter à ce client franchisé et non pas ses clients à lui. Gabriel, vous créez Merci Plus en 2003, donc on l'a dit tout à l'heure. À quel moment le succès arrive? Rapidement ou... Le succès est arrivé tout de suite, oui. Je me rappelle, tout à l'heure, dans le taxi, je me disais, mais à quel moment ça a démarré? Moi, j'ai démarré en septembre 2003. J'ai créé mon entreprise à ce moment-là. J'ai mis en ligne mon site internet. Alors, vraiment, j'avais démarré avec mes 20 000 euros d'économie à l'époque. C'était un jour férié, donc le 11 novembre, vers 17h. Et le lendemain matin à 9h, je vois déjà 6 demandes de devis, 8 demandes de devis. Et là, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose. Ça répond à un vrai besoin. Et comme je le dis, à l'époque, ça paraît complètement anachronique, un dinosaure, comme disait Fabrice, mais à l'époque, en 2003, c'était le début d'Internet et c'était le tout premier site, ou un des tout premiers sites qui avait pignon sur rue pour du ménage repassage. Depuis, évidemment, ça a bien changé. Donc oui, le succès a été immédiat, au moins commercialement. Après, on sait que dans les services à la personne, il y a des difficultés, c'est d'avoir de la rentabilité parce que les marges sont faibles, évidemment, et c'était trouver le modèle économique qui permettait de vivre, à la fois de payer de manière décente les salariés, de savoir bien accompagner les clients et de dégager une marge. Alors j'aimerais qu'on parle aussi, parce que c'est un aspect important du métier, des ressources humaines, de l'aspect managérial et puis des personnes que vous avez embauchées dans un secteur, donc celui des services à la personne, où on connaît les difficultés de recrutement, la non-valorisation des métiers aussi, qui est souvent mise en avant. Comment vous avez abordé tous ces sujets? Quel manager vous étiez au début de vos fonctions, justement, au moment où vous avez créé vos entreprises, Franck? Ouais, alors je vais répondre à cette question, parce que chez moi, elle fait beaucoup écho. Vous venez de poser la question, est-ce que ça a marché tout de suite? Moi, je crée mes premières agences en propre en 98. Je me lance en tant que franchiseur en 2005. Et sincèrement, je vis 3-4 premières années de franchiseur où c'est très compliqué. Très compliqué. Très compliqué de trouver de nouveaux franchisés parce qu'on part de rien. Et puis très compliqué, il faut être honnête, parce que je suis apprenti franchiseur. Après avoir été apprenti chef d'entreprise, je deviens apprenti franchiseur. Et donc on ne fait pas tout forcément bien du premier coup. Et là, il y a un début qui est compliqué. Des franchisés qui me font des retours négatifs, et il y a un franchisé, peut-être un peu plus culotté, un peu plus expérimenté que les autres, qui provoque une réunion et qui me dit: là, Franck, il faut qu'on discute. Et j'en parle ce soir parce que cette personne, elle est présente ici même, Martial Durand, et j'ai plein de personnes qui sont à mes côtés, parce que je fais le beau sur l'estrade, mais en fait, il n'y a pas un franchiseur ou il n'y a pas un chef d'entreprise qui réussit, qui n'a pas su s'entourer. Et moi, j'ai une chance formidable, c'est que j'ai plein de gens qui sont ici, avec qui j'ai travaillé pendant 20 ans. Et vous voyez, aujourd'hui, je ne suis plus dans les SAP, ils sont encore présents aujourd'hui, et ça, c'est un remerciement infini. Et c'est grâce à eux, tout seul, moi, je ne suis pas Superman, et je n'aurais jamais fait tout ce que j'ai fait si je n'avais pas eu à mes côtés des collaborateurs et des gens qui m'ont, à un moment donné, un peu interpellé, qui m'ont bougé, mais pour le bien tout simplement de l'enseigne, pour le bien de leur business, pour le bien de mon business, pour le bien de notre business,
Parce qu'en fait, on a grandi ensemble, tout simplement. Voilà. La boucle est bouclée, j'allais dire. Vous avez ceux qui vous ont aidé à développer votre entreprise et celui qui vous a inspiré sur le même lieu aujourd'hui. C'est un joli rendez-vous. C'est un joli rendez-vous. Alors cet aspect managérial, j'aimerais bien que vous nous en parliez, Fabrice, vous qui avez été pionnier en la matière. Alors, de mes souvenirs, par rapport à ce qu'on disait, il y a un manque de personnel et tout, nous on avait l'avantage, c'est que c'était vraiment nouveau et on s'est trouvé à avoir du personnel qui était déjà d'activités différentes. On a eu des anciens ambulanciers, des anciennes aides à domicile, de l'ADMR, etc., qui n'étaient pas payés leurs frais de déplacement et tout. Hein. Je vous reparle en 90. En 90, les petites dames entre deux personnes âgées n'étaient pas réglées, en fait. Hein. Ça a changé peut-être 10 ans après. Hein, très tard, ouais. Hein, on est d'accord. Très tard, hein. Ouais. Donc, si vous voulez, nous... alors on avait une activité qui était peut-être plus plus jolie en fait, hein, emmener la personne âgée faire ses courses, l'emmener se promener, etc. Même aller au restaurant, c'était quand même plus sympathique que de faire le ménage. Donc on a eu sans aucun souci, on a eu du personnel et ma devise qui est restée jusqu'au bout, c'était de ne pas avoir de personnes payées au SMIC. Il y avait toujours un petit plus. Donc en fait, on avait aussi un point important, c'est un point important dans les services à la personne, c'est d'éviter le turnover. Alors c'est facile à dire, hein, mais oui. Et là, nous, on a eu des personnes. Je viens de croiser un franchisé en plus là. On a eu des personnes qui ont fait leur carrière chez nous en fait. Hein, donc. Christian, vous avez aussi, vous étiez pionnier en la matière, dans 92. Beaucoup de choses ont changé. D'abord, les salariés nous ont fait confiance. On a pu leur confier des missions qui correspondaient à leurs attentes en termes de nombre d'heures. Parce que même si, à un moment donné, ça a été une bataille avec les syndicats également, ou en introduction de la convention collective, on dit que de base, il faut que ce soit un temps complet. Globalement, il y a une population qui exerce ce métier qui, choisit souvent de ne pas avoir un temps complet, et deux, c'est quelque chose, quelquefois, où quand on doit faire le ménage régulièrement, donc changer de famille en famille avec la même exigence chaque fois sur la famille suivante, ce sont aussi des métiers parfois pénibles. Donc il y a une pénibilité qui pèse aussi sur cet aspect. Alors, oui, bien sûr, c'était plus facile il y a quelques années. C'est un peu moins compliqué aujourd'hui, mais dans quel secteur est-ce que ça n'est pas compliqué aujourd'hui d'entraîner donc avec nous des personnes pour exercer une activité? C'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui, mais peut-être à l'époque, vous avez connu ça vous aussi, Gabriel, des difficultés au niveau du recrutement, par exemple? Alors évidemment, difficultés au niveau du recrutement pour des femmes de ménage, ça a toujours été difficile. Surtout que moi j'ai créé cette entreprise à Paris. Et évidemment à Paris, c'est là où il y a le plus de difficultés à trouver du personnel. Donc la solution que j'ai trouvée, c'est migrer mon siège social à l'époque à La Courneuve, dans la cité des 4000. Donc c'était assez culotté. Mais au moins on s'est rapproché de notre base de recrutement et ça a largement contribué à accélérer le recrutement et donc à accélérer le développement de l'entreprise. Donc c'est ça aussi l'entreprise, hein. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui a des idées un peu folles quelquefois, qui essaie de les mettre en place. Quelquefois ça marche, d'autres fois ça marche pas. Mais quand ça marche, c'est bingo, et chez nous ça a été un gros accélérateur. Pareil, Franck, au niveau oui, le RH dans ce secteur d'activité, on sait ô combien c'est un sujet qui est complexe, mais comme le disait à l'instant Christian, quel est le secteur d'activité aujourd'hui où c'est facile de recruter, c'est facile de fidéliser, etc. Il n'y en a pas. Moi, je peux discuter avec. C'est pas une histoire de niveau de diplôme, c'est pas une histoire d'implantation géographique, c'est compliqué partout. Alors après, parce que les mentalités ont changé aussi par rapport à l'époque où vous avez démarré. Je me souviens en 2000, en 98, 2000 déjà, j'avais le sentiment que c'était déjà difficile de recruter. Donc voilà. Donc après, qu'est-ce qui peut changer et qu'est-ce que vous pouvez faire autrement? C'est le rôle central du manager. À vous d'impliquer un mode de relation dans votre structure qui soit peut-être un peu différent des autres, un peu plus respectueux, et c'est pour ça que moi,
Alors on a Peggy ici présente qui s'occupait du RH chez Toutadom Service. Je peux vous assurer qu'on mettait le paquet là-dessus. L'intégration, on la soignait, oui, parce que si c'est pour recruter et faire en sorte que la personne que vous venez de recruter, 3 jours après, met un terme à sa période d'essai, eh ben, vous recommencez l'exercice à zéro et je ne vous parle pas de la perte de temps. La formation continue, le développement des compétences, oui, il ne peut pas y avoir d'entreprise qui grandit en France si les gens qui la composent ne grandissent pas eux-mêmes. C'est une évidence, ça j'en ai toujours été persuadé et ça je l'ai toujours mis en œuvre. Mais c'est intéressant d'aborder ces sujets avec vous quatre parce qu'effectivement, vous êtes sur un secteur où, alors vous le disiez Christian à juste titre, aujourd'hui, toutes les entreprises connaissent des difficultés pour recruter, mais à l'époque, c'était compliqué chez vous, dans le cadre des services à la personne, peut-être un peu moins dans d'autres entreprises. Donc vous avez aussi dû vous battre pour garder justement les éléments, les bons éléments au sein de vos entreprises. Oui, et ça s'est pas fait uniquement au sein de nos entreprises. Enfin, je veux dire, il y a des acteurs aussi, alors d'autres camarades de jeu que je peux citer, mais la FEDESAP, bien évidemment, Franck Nataf ici présent, qui a participé, et Christian à l'époque où tu étais toi-même président de la FEDESAP, les fédérations ont eu un rôle sur la professionnalisation de ce secteur d'activité, mais vous ne pouvez même pas le mesurer. Moi, je le mesure parce que je suis dinosaure, comme vous disiez tout à l'heure, mais ça, moi, j'ai commencé en 98, il n'y avait qu'un seul diplôme pour les intervenants qui s'appelait je ne sais même plus, enfin voilà, et qui était un diplôme qui était totalement inapproprié, dont on se foutait royalement. Voilà, aujourd'hui, vous prenez les personnels d'intervention, vous prenez les personnels d'agence, vous prenez le management. Enfin, voilà, aujourd'hui, vous avez des diplômes à tous les niveaux. On a professionnalisé ce secteur d'activité qui en avait un grand besoin comme jamais. Et là-dessus, on peut remercier effectivement les fédérations qui ont négocié avec les partenaires sociaux et qui ont vraiment créé de l'ingénierie de formation porteuse de sens. Et voilà, alors c'est pas miraculeux, mais vous pouvez pas imaginer le chemin parcouru en 20 ans. Alors 20 ans, tout est relatif dans la vie. Hein. C'est très court, c'est très long, chacun voit ça à sa porte. Mais je peux vous dire que le chemin qui a été accompli est phénoménal. Christian. Ouais. 20 ans à l'échelle d'une convention collective, c'est tout jeune. Oui. C'est tout jeune. Quand on se rend compte également que finalement, à aujourd'hui, même dans les négociations qui sont faites sur les salaires, on est un peu au-dessus du SMIC, bien souvent. C'est quand même un des seuls secteurs d'activité où on dit que les gens sont mal payés. Ailleurs, on peut être payé au SMIC, on ne sera pas mal payé. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on le dit beaucoup sur peut-être parce que ça fait longtemps que ça dure. C'est peut-être pour ça. Alors, pour continuer, parce que le temps passe très vite et effectivement à vous écouter, qu'est-ce qui fait qu'un jour, dans quel contexte, vous avez décidé de céder vos entreprises une fois qu'elles étaient au top, je dirais? Qui commence? Fabrice, parce que vous avez cédé assez tôt, vous, en fait. Oui, ben, en fait, je dis souvent, mon bon boulet, je le traînais, en fait, hein, comme j'étais parti vraiment de rien en 2000. Donc j'avais quand même déjà des partenaires. J'ai des partenaires même encore historiques, puisque je les ai encore avec moi aujourd'hui, comme à G2R La Mondiale. Et en fait, je me suis tourné vers eux en disant, moi, j'ai vraiment des difficultés financières, je ne peux pas me développer, il faudrait que j'ai des animateurs. Je me rends compte vraiment du métier de franchiseur, que je n'avais pas du tout imaginé au départ. Et donc, je me suis tourné très vite vers des partenaires que je connaissais, qui me connaissaient. Et donc, il y en avait 3. Il y avait à l'époque AXA, parce qu'il y avait des fonds, on appelait ça des fonds DSK. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on investissait dans les petites entreprises. AXA était assez motrice là-dessus. Caisse des dépôts, travers CNP Assurance, ils faisaient beaucoup sur la dépendance, ils en font encore beaucoup. Et puis à G2R La Mondiale. Et puis bon, techniquement, je me suis rapproché de CNP Assurance, donc pour voir plus grand en fait, pour voir encore plus grand. Je suis resté avec eux, comme je disais tout à l'heure, quand on est racheté, surtout là que c'est David et Goliath, hein, CNP Assurance, c'est un des plus gros assureurs de personnes en France. On m'a dit, dans 6 mois, t'es viré, et je suis resté 7 ans, plus de 7 ans, avec des belles réussites. Je travaillais comme si c'était encore chez moi pour autant. J'avais la paye qui tombait vraiment très, très régulièrement. Avant, c'était pas le cas. Et donc, pour moi, ça a été vraiment un succès. H2R Service est toujours là.
c'est toujours une filiale, alors maintenant de la Poste, parce que CNP a été racheté par la Poste, mais c'est quand même l'actionnaire qui est venu après moi, c'est toujours le même aujourd'hui. Donc je pense qu'on s'était bien trouvé. C'est une fierté. Moi, je suis très très content, franchement. Ouais. Et vous avez enchaîné sur Relais du Bien-être, où vous êtes aujourd'hui, président du Relais du Bien-être. Vous nous présentez en quelques mots? Alors rapidement, j'ai pas directement fait Relais du Bien-être. Oui, il y a un petit parcours. Petite anecdote qu'on vit pas tous, mais bon, je me suis mis à un fardeau. Je crée une entreprise demain, mais je fais pas ce que j'ai fait. J'ai décidé un jour de restaurer un monument historique en ruine. Donc ça a été là pour le coup. Alors c'est pas un regret pour autant. Mais ça a été de très grosses difficultés. Sauf que quand je termine la restauration, tant bien que mal, après 10 ans, je vais dire pratiquement jour et nuit pour restaurer ce monument en ruine, eh bien, je perçois que ces lieux historiques qui sont chargés d'histoire, qui sont des lieux de ressourcement, etc., pourraient servir, la boucle est bouclée, aux personnes, à des gens qui sont en difficulté. Alors, je ne retrouve pas tout à fait le même public, mais je retrouve une partie. Aujourd'hui, on fait des séjours de prévention à destination des aidants familiaux. Donc là aussi, ça devient la mode, mais quand j'ai démarré, aujourd'hui, on fait des séjours de prévention dans des départements où ça n'existe pas encore, en 2024, où on a des aidants familiaux qui sont 24 heures sur 24 auprès d'un proche et qui n'ont même pas de quoi se ressourcer, eux. Parce que souvent, c'est pour l'aider, on va l'emmener en hébergement, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait de celui qui aide tout le temps? Donc en fait, j'ai vu ça. Alors, on va dire que c'était comme à l'âge d'or, c'était un côté visionnaire. Je m'en suis très vite aperçu. J'ai été rechercher mes partenaires historiques comme AG2R et ils sont revenus avec moi et ils sont aujourd'hui mes partenaires importants. Et donc on fait des séjours de prévention, non plus en franchise, mais en fait je passe des accords avec des demeures historiques, plutôt des châteaux, pour accueillir des aidants familiaux, des personnes qui ont été touchées par un cancer, après un deuil, etc. Alors vous dites que c'était à la mode, moi j'emploierais pas ce terme-là, on s'est aperçu peut-être aussi que c'était des choses extrêmement utiles aujourd'hui quant au bien-être. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là que quelque chose qui est à la mode, et tant mieux, heureusement d'ailleurs. Christian, vous, comment ça se passe au moment où vous décidez de céder à FEF Service? APEF avait grandi, avait beaucoup grandi, et trop grandi pour moi. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, quand on joue plus le rôle sur lequel on s'est basé pour être chef d'entreprise, le saltimbanque que j'évoquais tout à l'heure, et qu'on devient par force un gestionnaire et qu'on a changé de métier, c'est le moment de dire que ce métier-là, c'est pas celui que je veux, et donc il faut qu'on confie l'entreprise à quelqu'un qui sait le faire. Donc ça a été le cas pour moi, donc je l'ai confié à un de mes concurrents et néanmoins collègues chez O2, et j'ai créé une autre entreprise. Voilà, c'est ça. Là, quand vous le cédez, on est en quelle année? Il y a 7 ans. Il y a 7 ans. Donc vous l'avez quand même gardé pas mal d'années. Vous l'avez gardé longtemps quand même. Bien sûr. Et puis entre-temps, donc j'ai créé une autre activité qui sont des lotissements de jardins haut de gamme avec service. Et au bout de 4 ans et demi d'expérimentation, donc la formule est au point et je retourne vers la franchise. Et celui qui va diffuser la franchise, c'est Julien Moineau de Axéo. Très bien. Donc c'est Graal Garden. Graal Garden. Franck, vous donc Toutadom, à quel moment vous décidez de céder Toutadom? Alors je cède mon entreprise en juillet 2020, en pleine période Covid, mais absolument aucun rapport avec le Covid. Moi je la cède pourquoi? Parce que je ne veux pas terminer 4e. Je pense qu'il y a un point commun aussi quand on est chef d'entreprise, c'est que la compète, on l'a et on se l'inflige et on se l'impose, c'est une façon de vivre. Moi ce qui m'intéresse c'est le podium. Mais faire la course et poursuivre le travail pour terminer 4e, la période des Jeux Olympiques vient de se terminer, les 4e on s'en souvient pas, on se souvient des médaillés. Et donc je pensais tout simplement que l'entreprise se portait bien, mais que pour l'amener encore plus haut et pour lui faire passer un nouveau cap, il fallait injecter de nouveaux moyens. Des nouveaux moyens, on parlait de technologie tout à l'heure, on parlait de moyens humains,
On parlait de publicité, de communication, et tout ça, bien évidemment, on parle de quoi? On parle d'argent. Et peut-être aussi une structuration. Enfin, Tout Adam Service, c'était 48 agences, 28 millions d'euros de chiffre d'affaires et une tête de réseau composée de 5 personnes. Vous voyez, c'est pour vous dire qu'ils étaient brillants, les 5 qui étaient là. Voilà. Et donc, voilà pourquoi j'ai pris la décision de céder mon entreprise. Et puis la question d'après, c'est qu'est-ce que je fais? Eh bien voilà. Eh oui. Eh bien aujourd'hui, je parce que même quand on cède, on a déjà une idée de ce qu'on va faire. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Ça se prépare. Ça se prépare. Et donc j'ai créé un cabinet qui s'appelle EDIC, qui veut dire en fait entreprendre, développer, investir, conseiller. Et donc moi aujourd'hui, je suis plus dans une logique de transmission. Donc j'accompagne à nouveau des chefs d'entreprise. J'ai un peu d'expérience sur le sujet, donc ça va. Et je les accompagne alors à des phases différentes. Soit c'est dès le départ, dès la création, et on passe de l'idée au projet et puis on y va. Ou soit j'ai déjà créé, mais je rencontre des problématiques de développement ou de rentabilité. Et là, on va aller creuser le modèle économique. Et voilà. Alors j'accompagne donc des entreprises dans d'autres secteurs d'activité. J'accompagne une entreprise sur le bassin d'Arcachon qui fabrique des studios en bois. J'accompagne un madeleinier, donc celui qui a réinventé le métier de fabriquer des madeleines qui se trouve sur Toulouse. Et j'accompagne un coffee shop à Paris que je vous recommande vivement, qui s'appelle Cake Bar, dans le 11e, qui est le premier coffee shop dédié aux cakes sucrés et salés, où il y a de très bons brunchs. Voilà. Voilà, donc je suis plus dans une logique de transmission. Et vous êtes lancé, donc vous l'avez dit, vous avez cédé au moment en pleine période Covid. Quand on est conseil comme vous l'êtes aujourd'hui, est-ce qu'il y a un effet justement, est-ce que vous ressentez au niveau des entreprises un effet Covid qu'il y a pu y avoir avant, après? Ah oui, oui, alors notamment chez les commerçants, puisque c'est aujourd'hui principalement des acteurs que j'accompagne. Enfin, ceux qui sont parisiens, je pense, feront le même constat que moi. Il n'y a jamais eu autant de baux à céder, à louer ou à vendre. Alors, il y a un effet Covid, oui, mais pas que. Je connais peu de magasins qui sont remplis par des consommateurs qui viennent chez eux en vélo. Ça n'engage que moi, mais voilà, il y a aujourd'hui une problématique de développement des commerçants avec des politiques qui sont menées au niveau local qui ne sont pas favorables au développement de leur activité. Et pendant le Covid confiné, les gens commandaient sur Internet et ça, c'est pas nouveau. Mais en tous les cas, le Covid a contribué, j'imagine, à modifier des comportements de consommation. Gabriel, vous, Merci Plus. Donc, vous gardez la société combien de temps et vous passez à Safety de quelle façon? Moi, j'ai démarré en 2003, j'avais 28 ans. Comme je disais, j'ai eu la chance que ça fonctionne assez vite, en tout cas commercialement. On l'a développé assez rapidement. On est monté à 2000 salariés, évidemment, à temps très partiel en 7 ans. Et puis en parallèle, j'ai découvert ce modèle qui à l'époque était extrêmement innovant, qui était un modèle de réseau d'indépendants en immobilier avec des gens qui travaillent depuis chez eux, qui n'ont pas d'agence physique et qui sont des indépendants. Et donc tout à l'heure, il y avait Hervé Novelli et c'est vrai qu'il venait de créer à l'époque, en 2009, l'auto-entreprise qui est devenue la micro-entreprise. Et donc j'ai trouvé le concept absolument génial. Donc moi, à l'époque, j'avais 35 ans. Et donc je me suis dit, tiens, ça m'intéresserait de me lancer là-dedans. J'y connaissais évidemment rien. Et j'ai eu l'opportunité, quelquefois la vie est bien faite, que Christian Lair de Viadom se rapproche de moi. Il faisait de la coiffure à domicile et il avait une petite activité dans le ménage. Il voulait se renforcer et me propose de me racheter. Donc je lui ai vendu l'activité de Merci Plus et je me suis lancé dans la foulée. J'ai réinvesti l'essentiel de ce que j'avais gagné pour créer Safety, donc qui est un réseau d'indépendants en immobilier. Et près de 15 ans après, c'est vrai qu'on compte 6000 conseillers un peu partout en France. Quelle est la particularité de Safety par rapport aux autres agences au moment où vous le créez? Par rapport aux autres agences, comme je disais, il n'y a pas d'agence physique. Ça, c'est une vraie spécificité. Ouais. Et puis après, c'est la qualité de service qu'on essaie de faire et la manière dont on accompagne, toujours pareil. Souvent, on me demande comment on fait pour passer des services à la personne, à l'immobilier. Pour moi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a un vrai point commun qui est l'intermédiation et la capacité à aller créer de la valeur, à former, accompagner des intervenants et à servir un client parce que c'est par la qualité du service, évidemment, qu'on réussit. Oui, bien sûr, l'immobilier, ça fait partie aussi des services. Ça rejoint les besoins fondamentaux de l'être humain qui est de se loger. Donc là aussi, comme vous dites, il y a un lien réel entre les deux secteurs. Alors, quand on a été chef d'entreprise, comme vous l'avez été tous les quatre, au sein des services à la personne, j'imagine
j'imagine que vous gardez un regard sur ces métiers-là. Comment vous les voyez aujourd'hui? Quel est votre sentiment? Comment ils devraient évoluer, les métiers des services à la personne? Ou est-ce qu'ils évoluent bien ou moins bien ou pas assez vite, selon vous? En tout cas, la façon de les gérer, la façon de les appréhender. Christian. Pour moi, ce qui m'a surpris et à la fois choqué en venant à ce salon, c'est le peu de nombre d'enseignes qui sont présentes, le fait que la profession tout entière est en train de confier à quelques enseignes la représentation de tout ce métier, qui est divers, où on peut avoir de la profusion, on peut avoir de l'innovation, on peut avoir des tas de choses comme ça. Et c'est assez dommage qu'il n'y ait pas des représentants de petites entreprises, de petites associations, de petits regroupements, etc. Vous savez, toutes les grosses entreprises qui sont présentes ici ont commencé petites. Toutes. Donc c'est pas avant c'était possible et maintenant ça l'est plus. C'est pas vrai. Continuez d'y croire, continuez de penser que avec un tout petit stand, année après année, vous allez peser, vous allez vous présenter à une population, vous allez vous présenter à des gens qui pourront vous aider, à des fédérations, à des partenaires, etc. Mais peut-être qu'il faut aller vers les fédérations et vers notre magnifique organisateur de salon pour lui dire est-ce qu'il ne serait pas temps, à un moment donné, peut-être de consacrer 500 mètres carrés à des petites structures avec des petits prix pour faire en sorte que, eh bien, il y ait de la diversité, il y ait de l'imaginaire qui s'empare de tout ça et qu'il y ait de l'innovation et véritablement un élan avec une dynamique qui ne soit pas uniquement portée par 5 enseignes, mais par toute une population d'entreprises. Ça veut dire quoi que vous pensez qu'il y a un manque de motivation pour entreprendre aujourd'hui dans le secteur? Je ne crois pas que ce soit un manque de motivation pour entreprendre. Je crois que le salon tel qu'il est présenté aujourd'hui pour parler du salon n'est pas pris comme un investissement au même titre que la formation, mais il est pris comme une dépense. Et c'est assez terrible parce que c'est la vitrine de cette profession et en même temps, j'ai pas d'action chez lui, hein. Et en même temps, donc cette vitrine-là, il faut qu'elle perdure parce que c'est le seul endroit où finalement vous pouvez faire venir des ministres qui viennent vous voir, que vous pouvez intercepter dans les allées, que vous pouvez voilà, qui deviennent des interlocuteurs et à qui vous pouvez insuffler quelque chose, votre passion. Donc il me semble important de réinvestir des choses comme les salons au même titre que la formation. Franco. Oui, moi je rajouterais qu'aujourd'hui il y a une évolution du secteur qui fait que on se dirige de plus en plus vers le secteur de la santé. Et on parlait de professionnalisation, on parlait de reconnaissance des métiers, et ça je pense que c'est un vrai plus. Alors la réglementation, d'un premier abord, ça embête tout le monde. Mais à la fois les protectrices aussi. C'est aussi un bouclier à l'entrée des nouveaux acteurs sur le marché. Il faut aussi l'avoir en tête. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, et là, pour le coup, j'ai pas l'impression d'avoir vieilli. Moi, je crois que ça fait 25 ans où tous les ans, on entend au moment du vote du budget de la sécurité sociale des discussions sur le crédit d'impôt. Cette année, crise oblige, éventuellement disparition de la réduction des charges patronales sur les bas salaires. Et ça, franchement, il y en a marre. Alors, c'est dommage qu'il n'y ait plus de politique ce soir, hein, mais je l'aurais dit avec autant de transparence et autant de facilité que ça. Je crois qu'on ne vit pas sur le même monde. Les services à la personne, c'est quand même l'un des rares secteurs d'activité économique qui touche 100% des Français. 100%. Comment j'allie, quand je suis une femme, ma vie perso et ma vie pro? Qui garde les enfants? Comment, quand je suis actif, je peux avoir un coup de main au quotidien pour me décharger d'un certain nombre de tâches? Le vieillissement de la population française, allez, je vous passe le registre, vous connaissez le sujet par cœur.
La prise en charge des personnes en situation de handicap, je ne suis pas certain qu'en France, on soit les leaders et les meilleurs exemples à citer. Bref, ça concerne 100% des Français. Aller chercher à gratter 2 francs 6 sous ou quelques économies sur un secteur d'activité qui plus est, propose des emplois à des gens qui sont des femmes, souvent isolées et souvent peu diplômées, c'est-à-dire celles qui sont le plus touchées par le chômage, je trouve que c'est une hérésie. Et ça, c'est un vrai défi à relever parce que ça fait 20 ans que tous les ans, le sujet, on le remet sur la table. Et ça fait 20 ans qu'il faut expliquer aux politiques que le service à la personne, ça ne coûte pas d'argent public, mais ça en rapporte. Voilà. Et ça, c'est épuisant. Fabrice, vous. Alors, avec beaucoup de recul, j'ai quand même les 3 points qu'on évoquait qui me sont revenus. Au syndicat, donc à notre fédération à l'époque, qui était structuration de l'offre. Donc là, je pense que j'étais peut-être un peu plus optimiste aussi à un moment donné. Je finirais peut-être par une touche moins optimiste, mais on parlait de structuration de l'offre. Donc là, je pense que vraiment aujourd'hui, c'est plus trop un problème de l'offre. Il y a vraiment, je suis toujours content de voir une nouvelle enseigne. Alors peut-être parce que je suis plus dans le circuit, ça doit être souvent pris pour un concurrent, mais bon. 3e point que je vais mettre en 2e, qui a été la professionnalisation. Moi, je rappelle qu'on a vécu les premières formations. Nous, il a fallu qu'on passe par le fonds européen qui ne voulait pas nous aider pour créer des formations quand même. Je rejoins totalement, il n'y avait aucune formation à l'époque. Et le 3e point qui rejoint là, et nous on l'a vécu tout au long déjà quand on a démarré et qu'on s'est développé, c'est ce qu'on appelle la solvabilisation de la demande. On disait toujours ça, structuration de l'offre, solvabilisation de la demande, professionnalisation. Et à chaque fois, on était obligé, toujours dans cette période, de se remontrer. Alors, le petit côté positif, j'ai déjeuné avec M. Borloo en 2005, etc. Donc c'était toujours des côtés. Il y avait un côté sympathique où on allait au ministère. Mais bon, c'était quand même toujours pour convaincre. Ça coûte de l'argent. Parce que les notes, elles se font pas toutes seules, donc on a des lobbyistes, etc. Ça fait drôle de dire ça dans les services à la personne, mais c'était pourtant vrai. Et ça, pour le coup, je crois que je suis vraiment d'accord avec toi, Franck. J'ai cru qu'on était il y a 20 ans, là, quand j'ai entendu tout à l'heure, mais c'est quand même incroyable. Hein. Donc voilà. Mais sinon, structuration de l'offre, et je pense que les entreprises ont œuvré à ce niveau-là, clairement. Hein. On a quand même vu des associations disparaître et être prises par des entreprises. Donc la structuration de l'offre, on l'a réussi, je pense. La professionnalisation aussi, avec la convention collective très rapide. La solvabilisation de la demande, pas évident. Elle y est toujours. Moi, j'ai œuvré pour le crédit d'impôt. On avait des personnes âgées qui étaient non imposables, qui bénéficiaient pas d'aide. Il a fallu des années et des années pour montrer la disparité, que c'était complètement incohérent avec des gens qui n'avaient justement pas de revenus, donc qui n'avaient pas d'impôts à réduire, ils étaient en disparité avec ceux qui payaient des impôts. Donc moi j'ai vécu, je suis parti avant malheureusement, mais ça a été vraiment un point fort des syndicats de montrer que le crédit d'impôt était important. J'entendais dans une table ronde précédente qu'au niveau des crédits d'impôt, et pour rejoindre ce que vous disiez Franck tout à l'heure, il y a encore des aberrations, à savoir que effectivement c'est bien qu'on puisse avoir des crédits d'impôt pour le ménage, pour le jardinage, mais il n'y en a pas pour la garde d'enfants à domicile par exemple. Donc ça a encore effectivement des choses qui traînent et que l'on entend d'année en année et qui devraient être réglées. Gabriel, pour vous, les services à la personne aujourd'hui? Moi, je vois une grande différence par rapport à il y a 20 ans. En effet, ça a été dit, hein, il y a une structuration qui a été faite, beaucoup plus de formation. Moi, tout à l'heure, Christian parlait de la convention collective. C'est vrai que moi, j'ai participé à la négociation pour le compte de la FESP et du MEDEF à l'époque. Et c'est vrai qu'elle a vu le jour qu'au début des années 2010, ça paraît dingue, mais c'est vrai que le Code du travail était absolument pas adapté à du travail à domicile. Clairement, donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. C'est vrai que quand on voit tout à l'heure l'intervention de Jean-Louis Borloo, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup à faire et qu'il y a toujours des menaces qui pèsent. Donc il faut continuer à se battre. Être entrepreneur, c'est continuer à se battre en permanence. C'est essayer d'anticiper ce qui va se passer et puis ne rien lâcher. Merci à tous les quatre. Un dernier mot rapide. Si vous deviez recommencer, vous referiez pareil? En 2 secondes, en 2 mots? Oui.
moi je l'ai dit tout à l'heure, et puis j'ai commencé tard quand même à 20 ans, donc j'aurais bien démarré à 17 ans. Pour ma part, je commencerai la franchise beaucoup plus tôt. Et il est encore temps, et largement temps, d'œuvrer dans les services à la personne. Et lancez-vous, c'est passionnant. Franck? Moi, j'aime pas avoir des regrets. J'ai pas envie de vivre là-dessus, donc j'en ai pas. Très bien, parfait. Gabriel? Et pour moi, soyez dingues. Hein. Franchement, la vie est pour les dingues, donc allez-y à fond. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci d'avoir témoigné. Merci pour ces expériences. On va laisser la place à la remise des trophées des services à la personne. Un rendez-vous très important. Merci beaucoup. Merci, mesdames et messieurs.